Le 3 décembre 1964, l'émission Continent sans visa de la télévision suisse romande propose un reportage sur le secret bancaire suisse. Alors que la caméra se déplace dans le hall d'une banque, un journaliste nous explique. En Suisse, le secret des banques est un peu comme le chocolat et les montres. Il est de première qualité et bénéficie d'une réputation internationale. Les banques suisses ont su en effet inspirer confiance à leur clientèle depuis des générations et ont mis en place un système bancaire à la fois traditionnel, moderne et efficace. La stabilité politique et monétaire de notre pays sont également des éléments qui ont favorisé le développement des banques helvétiques. Dans le monde entier, la Suisse apparaît comme le seul refuge valable pour des capitaux, le pays où tout est en sécurité, quoi qu'il puisse arriver. Là, on ne craint aucune révolution. Stable, fiable, moderne et efficace, voici quelques adjectifs qu'on se plaît à répéter depuis des années pour qualifier le système bancaire suisse. Mais est-ce qu'il n'y a pas derrière ces appellations une part de fiction ? Est-ce que vous ne vous êtes jamais demandé si la place financière suisse est vraiment aussi stable et sans histoire qu'on veut bien le dire ? Pour tenter de répondre à ces questions, je vous propose de rencontrer Thibaut Gidet, maître assistant à la section d'histoire de la faculté des lettres de l'UNIL et spécialiste de la place économique suisse. Bonjour Thibaut Gidet. Bonjour. Alors comme je le disais dans l'introduction, vous êtes spécialiste de l'histoire économique suisse et je me demandais comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à cette question, à ce vaste sujet ? L'histoire de la place financière suisse, c'est un sujet qui n'était pas forcément une passion d'enfant pour moi. C'est quelque chose qui est venu pendant mes études ici à l'Université de Lausanne. Et disons très grossièrement, l'idée c'était aussi de m'intéresser aux relations entre l'État, entre la Suisse, la Confédération et un secteur économique. Et comme les banques sont un des secteurs économiques les plus importants, je me suis intéressé de plus près à ce secteur-là. Mais disons qu'à la base, ce n'était pas tellement un intérêt pour la finance en tant que telle, mais plutôt pour les relations entre État et un secteur économique clé du pays. Donc c'est plus ou moins par cette porte d'entrée que je suis arrivé à m'intéresser aux banques et dans une première partie de mes recherches à la régulation, donc à l'idée aussi de contrôle, de réglementation par l'État sur ce secteur. Alors avant d'en venir à cette question de la régulation, j'aurais aimé qu'on parle peut-être pour commencer du consensus très fort qui existe en Suisse au sujet de l'importance des banques pour ce pays. Parce que c'est, il me semble, quelque chose qu'on répète beaucoup et je me demandais comment et à quel moment se construit ou émerge ce consensus. Alors peut-être pour répondre à cette question, dans la question, il y a en fait deux éléments. Il y a d'abord, est-ce que les banques sont vraiment importantes ? Et la deuxième question, c'est comment est-ce qu'elles sont perçues peut-être par la société, par la population, donc l'idée du consensus. Et alors, est-ce qu'elles sont vraiment importantes, ces banques ? Justement, pour la première partie de la question sur l'importance de la place financière suisse, je pense que la place financière, elle émerge à la fin du XIXe siècle, avant la Première Guerre mondiale déjà, avec cette structure qu'on connaît encore aujourd'hui, des grandes banques comme UBS ou Crédit Suisse, des banques cantonales, aussi la Banque nationale suisse, donc la banque centrale qui apparaît en 1907. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est la création d'une association, donc d'une sorte de lobby, l'association suisse des banquiers qui représente les intérêts de cette branche. Donc, tous ces éléments, ils prennent naissance au début du XXe siècle. Mais le moment où les banques deviennent vraiment importantes, où on en parle aussi à l'étranger, par exemple, c'est véritablement à partir de l'entre-deux-guerres, donc plutôt après la Première Guerre mondiale. Ça, c'est pour une raison relativement simple. Il y a plusieurs raisons, mais la principale, c'est qu'avec la Première Guerre mondiale, il y a une hausse de la fiscalité à peu près partout, dans les pays belligérants, évidemment, sur les entreprises, sur les particuliers. Et donc, la Suisse joue un rôle de refuge qui attire ces capitaux étrangers vers les banques, les coffres-forts des banques en Suisse. Donc, c'est plus ou moins à ce moment-là, déjà dès l'entre-deux-guerres, que se cristallise l'idée que la banque est un élément important, non seulement pour l'économie suisse, mais aussi un peu dans l'imaginaire, dans les éléments qu'on identifie avec la Suisse, aux côtés du chocolat ou de l'horlogerie ou d'autres clichés de ce type-là. Alors ça, c'est pour la chronologie, mais si on parle du consensus même, comment est-ce qu'il se traduit ou comment est-ce qu'il se manifeste concrètement ? Un épisode qu'on peut rappeler pour donner un exemple de ça, c'est la votation, la campagne de votation sur l'initiative socialiste qui est votée donc en 1984 et qui est massivement rejetée par la population et par les cantons, 72% de la population. Et donc là, c'est une initiative
qui était intitulé par les socialistes, je crois, contre l'abus du secret bancaire et du pouvoir des banques, qui visait justement à lever plus facilement le secret bancaire et à mettre un certain nombre de limites dans les opérations autorisées pour les banques suisses. Et on assiste à ce moment-là à une forte campagne de la part des milieux bancaires, mais pas seulement une campagne dans les 3 mois qui précèdent la votation, comme on a l'habitude dans notre système politique avec la démocratie directe, mais une campagne de plus longue haleine qui s'étend sur quasiment une dizaine d'années avec des inserts dans la presse publicitaire, la distribution même d'objets, comme ces fameux bonnets Crédit Suisse dont on a reparlé l'année passée au moment de la disparition de cette banque. Donc toute une série de dispositifs pour améliorer durablement l'image des banques en Suisse. Et dans cette campagne de relations publiques, la question justement de l'identification des Suisses avec leur banque, la question de savoir si les banques doivent être soutenues par l'État, ça, c'est des éléments qui sont développés dans l'argumentaire des banques suisses dans les années 80. Donc c'est vraiment une construction qui se fait en plusieurs temps. Oui, alors comme je l'ai dit, on trouve déjà une première, des premières escarmouches aussi là autour dans les années 20. Mais à mon avis, c'est aussi dans les années 70, en tout cas dans la seconde moitié du XXe siècle, que la question du consensus est de plus en plus présente, aussi parce que tout simplement les banques jouent un rôle plus important dans la vie quotidienne des citoyens et des citoyennes du pays, puisque pendant très longtemps, par exemple, le versement des salaires ne se faisait pas sur un compte bancaire comme on le connaît aujourd'hui. Ça, c'est un phénomène qu'on appelle la bancarisation, qui est plutôt un phénomène des 50 dernières années, 60 dernières années en Suisse. Donc aussi, les banques sont plus présentes dans le quotidien des personnes qui habitent ce pays et par là même aussi, elles cherchent aussi à se rapprocher, à occuper une place de plus en plus importante pour que le client s'identifie à sa banque et donc par extension vote et des préférences politiques qui soient aussi en faveur des intérêts de cette branche. Donc il y a des campagnes marketing qui sont menées. Exactement, des campagnes marketing qui sont présentes, en tout cas depuis la fin des années 70, mais où c'est plus simplement une banque en particulier, comme je sais pas, la Banque cantonale vaudoise ou l'UBS, qui va avoir des publicités dans la presse ou même à la télévision, mais plutôt la branche en tant que telle, les banques suisses ou la banque suisse, qui devient un acteur collectif, qui va faire sa promotion et qui va mettre en avant le rôle qu'elle occupe en termes de pourvoyeuse d'emploi, son rôle dans l'économie suisse pour diriger les capitaux, les investissements, la récolte des épargnes aussi, le sens de l'épargne. On insiste beaucoup là-dessus, que dès le plus jeune âge, les petits Suisses ont un sens de l'épargne qu'il s'agit de développer. Donc UBS distribuait des tirelires, non? Oui, même ça, ouais, des petits bouts. Moi, j'ai le souvenir d'avoir reçu ça. Oui. Alors, il y a les fameux bonnets Crédit Suisse et UBS, c'est des tirelires Sopherer roses, je crois, ou jaunes. Je crois qu'elles étaient en bois, vraiment brutes dans mon souvenir. Okay. Mais peut-être qu'il y a eu plusieurs générations de tirelires. Je ne les ai pas connus, mais oui, donc il y a des objets comme ça qu'on distribue à la clientèle. Et qui permettent aussi... Il y a aussi la question du mécénat, par exemple, dans le domaine sportif aussi, qui apparaît un peu après, dans les années 1990, le soutien à des grands événements sportifs, dans le hockey, le football, le tennis aussi. Et donc il s'agit d'améliorer son image grâce à ce mécénat. Présent dans l'espace public aussi, donc qu'on identifie un événement sportif avec une banque... Et par là même que l'image des grandes banques qui étaient pendant longtemps la banque des élites ou de la grande industrie, surtout zurichoise, qu'on se détache de cette image-là pour devenir plutôt une banque proche de la classe moyenne, voire de toutes les couches de la population par ces différentes opérations de marketing. Au sein de la vaste histoire de la place économique suisse, vous vous êtes intéressé, Thibaut Gidet, aux années 1960 et aux années 1970. Pourquoi est-ce que ce sont ces années-là qui ont tout particulièrement retenu votre attention? Est-ce que c'est une période qui est particulièrement propice au développement des banques? Et puis, si c'est le cas, comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, il y a une raison assez pratique, d'abord pragmatique de ma part, c'est que c'est une période qui est relativement peu étudiée encore, en tout cas par des historiens, des historiennes, donc il y a peu d'études vraiment...
basées sur des sources qui portent sur cette période. Il y en a de plus en plus, évidemment, maintenant. Et puis aussi, parce que c'est une période de très forte croissance, encore plus que l'entre-deux-guerres. Les années 50, 60, il y a une crise dans les années 70, mais dans le secteur financier, ça reste une période de croissance avec des courbes, disons des pourcentages de croissance à 2 chiffres. Donc c'est vraiment un essor fulgurant, très spectaculaire des banques suisses, puisque par exemple un des fameux spécialistes de l'histoire internationale des banques estime qu'à la fin des années 60, la Suisse devient la 3e place financière internationale derrière New York et Londres. Donc c'est vraiment aussi la phase de l'essor international des banques, des banques suisses. Et ça la question portait aussi sur les facteurs qui peuvent permettre d'expliquer ce développement. Il y a aussi toujours l'idée des fameux avantages compétitifs des banques suisses qui sont la neutralité politique, un pays qui a été à l'abri pendant les 2 guerres mondiales, un système fiscal qui est relativement clément, qui est pas trop, où la fiscalité n'est pas trop lourde, la stabilité politique du pays qui est aussi un élément important puisqu'on a une domination des partis conservateurs pendant toute la période envisagée, et évidemment aussi des éléments comme le secret bancaire, dont on reparlera sans doute, mais qui permettent donc tous ces éléments qui se combinent pour attirer de très importants capitaux internationaux qui sont ensuite hébergés par les banques suisses et que les banques suisses doivent ensuite réinvestir à l'étranger puisque, étant donné l'étroitesse du marché interne, il faut qu'elle trouve des investissements à l'étranger pour rentabiliser ces capitaux qui arrivent, qui déferlent véritablement en Suisse. Et peut-être juste pour rajouter sur les années 60 et 70, c'est aussi, comme je l'ai dit, une période où les banques se rapprochent de la population. Par exemple, le premier bancomat, on a l'impression que ça a toujours existé, mais ouvre à Zurich en 1968. Un autre phénomène que, pour ma part, je n'ai pas connu et que j'ai découvert, c'est des drive-in, des sortes de drive-in, où, par exemple, les automobilistes pouvaient, sans sortir de leur voiture, aller faire des retraits ou des opérations dans un guichet bancaire. Alors, ça a aussi existé à Zurich. Donc, c'est aussi une phase de développement sur le marché intérieur des grandes banques suisses comme UBS, Crédit Suisse ou SBS, qui ne cherchent pas seulement à être présentes à New York ou à Londres ou dans les grandes places financières internationales, mais qui ouvrent des succursales et des agences un peu partout en Suisse durant ces années-là. En vous écoutant parler, je trouve qu'on a l'impression qu'il y a peu d'ombre au tableau de cette histoire des banques suisses. Mais en préparant cet entretien, vous disiez qu'il y a eu un certain nombre de scandales financiers en Suisse, et c'est justement à ces scandales que vous vous êtes intéressé, avec notamment des collègues. Et parmi ces scandales, il y a celui qui concerne Jacques Hensch de la banque Hensch & Compagnie, qui est aujourd'hui devenue Lombard-Odier à la suite de différentes fusions. Est-ce que vous pourriez nous dire, parce que ce n'est pas une figure très connue, qui est Jacques Hensch et ce qui lui est arrivé en 1972 ? Donc Jacques Hensch, c'est le fils de Robert Hensch, qui est l'associé, donc le propriétaire, un des propriétaires de cette vénérable maison de banquier privé genevois, donc Hensch & Compagnie, qui est fondée déjà à la fin du XVIIIe siècle, donc qui fait partie des plus anciennes et des plus prestigieuses maisons de banquiers privés. Donc les banquiers privés, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais c'est un autre segment de cette industrie bancaire en Suisse, à côté des banques cantonales, des grandes banques, qui s'adresse vraiment à une clientèle très très exclusive et qui pratique donc la gestion de fortune, et ce dès leur fondation, au fond, dès déjà l'ancien régime au XVIIIe siècle. Et donc ce Jacques Hensch, en 1972, et c'est comme ça que je suis tombé un peu par hasard sur cette affaire, il est arrêté dans un aéroport, dans le hall d'embarquement d'un aéroport suédois, au moment où il allait justement quitter le territoire pour rentrer en Suisse. Et alors, pour qu'on comprenne bien, avant de rentrer en Suisse, qu'est-ce que Jacques Hensch était venu faire en Suède ? Et surtout, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi est-ce qu'il est arrêté au moment de son départ ? Alors, Jacques Hensch, en compagnie de son père Robert, était en voyage professionnel, donc où ils allaient rencontrer des clients avec des parties sans doute très sérieuses, mais aussi ce que j'ai retrouvé dans les archives, par exemple des parties de chasse aux rennes organisées par des clients.
Donc tout un périple. Ça, vous avez par la retrouvé dans les Norvège. archives de la banque? Non. Alors les archives des banques sont totalement fermées à la recherche externe. Ça, c'était dans les archives, sauf erreur, du département fédéral des affaires étrangères, donc à l'époque le département politique fédéral encore, où on a toute une sorte on a des récits de ce qui est arrivé à Jack Hensch, puisqu'il a ensuite bénéficié de certains services consulaires de la diplomatie suisse pour gérer son cas, et s'est démêlé avec la justice suédoise. Et donc, il a fait des parties de chasse en Suède. Tout à fait, oui, ouais. Et au moment de quitter, donc à la fin de ce voyage en Scandinavie, il embarque en fait pour Copenhague, mais donc c'est quand même un vol international. Et à ce moment-là, les douaniers découvrent dans ses bagages une somme très importante, je crois l'équivalent d'un peu moins d'1 million de francs suisses convertis disons en somme en francs actuels, ce qui dépasse très largement le montant autorisé de cash qui est autorisé pour quitter la Suède, qui est à ce moment-là sous un régime assez strict de contrôle d'échange. Et donc, c'est un délit qui peut-être, du point de vue suisse, déjà à l'époque, n'est pas un délit grave, mais en fait, dans la réglementation suédoise, il y a un délit assez important, qui fait qu'il est même arrêté sur le champ et qu'il est à la fin de péripéties judiciaires avec des recours du procureur, puis des avocats de Hensch. Il est condamné à 4 mois et demi de prison ferme. Donc, on a même des photos qui fuitent dans la presse de ce fils d'un associé d'une banque privée genevoise dans son pénitencier dans la campagne suédoise, condamné à des travaux forcés, qui est vraiment une image qui jure beaucoup avec l'idée qu'on se fait d'un banquier suisse dans un costume 3 pièces. Et si on revient un tout petit peu en arrière, avant que Jack Hensch ne soit incarcéré, je me demandais quelle est la stratégie de défense que l'avocat de Jack Hensch a mis en place pour essayer de le sortir de cette affaire? La stratégie de défense est assez bancale, puisque dans un premier temps, elle va porter sur des questions techniques pour déterminer si oui ou non Jack Hensch avait l'intention de quitter la Suède. Puisque lui, il va prétendre, ou ses avocats vont prétendre, qu'il voulait simplement se rendre à Malmö. Donc là, il faut connaître un peu la géographie danoise et suédoise, mais qui est donc située de l'autre côté d'un bras de mer par rapport à Copenhague, où son avion allait atterrir. Et donc, son idée, c'est de dire, certes, il a techniquement commis un délit en s'embarquant pour un vol de Göteborg à Copenhague, mais dans les faits, il allait retourner en Suède pour déposer l'argent sur un compte suédois. Ce qui fait relativement peu de sens, puisqu'en plus, c'était un vol qui était organisé un dimanche, donc la banque aurait été fermée de toute manière, et il aurait très bien pu déposer cette somme dans la succursale de Göteborg de cette même banque suédoise. Donc ça, c'est dans un premier temps l'élément de défense qui est mis en avant par Hensch. Mais le coup décisif dans cette ligne de défense qui, dans un premier temps, est retenu quand même par la justice, c'est qu'un gros client suédois, le principal client en fait, est retrouvé par les autorités, par le procureur, et lui, sous le bénéfice de négociations, d'une sorte de deal pour sa fiscalité, ses impôts, va avouer qu'il a effectivement confié cette somme de cash au banquier suisse, évidemment pas pour le déposer sur dans les comptes d'une banque suédoise, mais pour qu'il le dépose en Suisse. Donc là, l'argument de la technicité de ce délit ne marche plus avec cet aveu d'un des principaux clients suédois. Et alors tout à l'heure, vous décriviez le fait que voilà, il y avait des photos qui avaient fuité, qu'on le voyait en habit de prisonnier dans cette prison suédoise. Comment est-ce que est perçu cet événement par la Suisse, par les médias suisses? Est-ce que ça a impliqué un gros dégât d'image pour la banque Hensch ou pour la place financière de manière générale? En fait, pas tellement, en tout cas pas du tout en Suisse, puisque les échos médiatiques ou la couverture par la presse suisse est vraiment minimaliste. Il y a en fait essentiellement des dépêches de presse type AFP qui sont reproduites quasiment mot pour mot, donc c'est vraiment des tout petits articles dans les principaux médias de Suisse. Donc, aucun journaliste n'est envoyé en Suède pour couvrir l'affaire? Je crois qu'il y a un journaliste alémanique qui est envoyé, mais ça reste vraiment très peu d'articles et surtout aussi formulés de manière très très prudente. Par exemple, le nom de la personne impliquée n'est jamais évoqué.
ce qui n'est pas le cas dans d'autres sources. Et de la même manière, on va surtout insister sur... disons que l'affaire est présentée comme un délit technique par rapport au régime d'échange suédois. Donc la presse reprend en fait l'argumentation de l'avocat. Voilà, elle reste très très terre à terre dans la façon dont les événements sont rapportés, ce qui en fait jure beaucoup avec la couverture médiatique en Suède, où là, il y a plusieurs journaux qui en font leur une, il y a une couverture évidemment du procès aussi qui est très importante. Vous avez parlé de ses photos ensuite au moment de son incarcération. Donc il y a une couverture médiatique qui est beaucoup plus importante. Et ça renvoie aussi à la façon dont le scandale ou l'affaire, disons, est perçue par la société suédoise, où là, ce n'est pas simplement l'idée qu'une personne a fait un délit par rapport à ce régime d'échange, à ces questions techniques de monnaie, mais c'est vraiment pour les journalistes et pour les médias suédois un exemple symptomatique de certains privilégiés dans la société suédoise qui ne jouent pas le jeu de contribuer à l'état social, à l'état-providence qui est relativement fort déjà à cette époque-là en Suède, et qui vont donc cacher leur fortune à l'étranger. Et d'ailleurs, il y a même un terme qui est inventé à ce moment-là, Skatteschweizare, je pense que je le prononce mal, mais qui veut dire en gros Suisse par les impôts, pour désigner cette frange de la population qui ne contribue pas à l'état social, à l'état-providence, et qui va se réfugier dans des paradis fiscaux comme la Suisse. Alors on voit que l'affaire est traitée de façon différente dans les médias suédois et dans les médias suisses. Est-ce qu'en Suisse, c'est la première fois que les citoyens et les citoyennes ont écho de pratiques financières un peu obscures, ou est-ce qu'il y a quand même des antécédents ? Alors, il y a des antécédents. En tout cas, ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais ce n'est pas non plus la première fois qu'il y a une révélation au public de ces transgressions, puisqu'au fond, c'est ça qui fait qu'on parle d'un scandale. Il faut qu'il y ait une révélation publique de ces transgressions de normes. Il y a notamment dans les années 30 déjà, en 1932, l'affaire de la Banque commerciale de Bâle à Paris, où on apprend que des délégués, des représentants de cette grande banque bâloise se rendent dans un hôtel particulier à Paris, une sorte d'agence totalement officieuse de la banque, pour recueillir aussi là, des sommes de leur clientèle. Et cette opération à Paris, il y a une opération policière qui a lieu et qui donc donne lieu à des révélations dans la presse. C'est un premier coup porté, disons, dans la question de l'utilisation du secret bancaire et de ces pratiques d'évasion fiscale qui sont favorisées par les banques suisses. Donc il y a 1932 qui est un premier épisode important. Et puis ensuite, dans les années 50, il y a aussi une autre affaire, notamment en Espagne, dans l'Espagne de Franco, où là aussi, il y a un envoyé de la SBS, la Société de banque suisse, qui se rend en Espagne et qui aussi là est arrêté par les autorités. C'est souvent dans le cadre de négociations en fait, entre États suite à l'arrestation, donc à l'implication de la justice, qui font que ces affaires remontent jusqu'aux oreilles des citoyennes et des citoyens, puisque c'est à ce moment-là que les affaires deviennent publiques. Mais on peut se douter que le nombre d'affaires qui arrivent jusqu'à ce stade-là de développement ne représente qu'une faible partie de l'ensemble de ces opérations. Et parmi ces affaires qui arrivent justement à ce stade de développement, il y en a une autre qui a fait beaucoup de bruit dans les années 70. C'est celle de Chiasso qui a touché le Crédit Suisse. À l'époque, est-ce que le Crédit Suisse, c'est une banque aussi importante que ce qu'elle était jusqu'à il n'y a pas si longtemps ? Oui, c'est une des trois grandes banques suisses. La hiérarchie entre les trois varie quasiment pas d'année en année, mais en gros, il y a le Crédit Suisse, l'Union de banques suisses et la Société de banques suisses qui sont, depuis les années 50, les trois principales grandes banques, et ce jusqu'à la fusion d'UBS et SBS en 98, et puis l'année dernière, la disparition donc, du Crédit Suisse. Il ne reste plus qu'une grande banque en Suisse, mais à ce moment-là, donc on est en 1977, le Crédit Suisse est une des trois principales grandes banques, et même c'est la plus ancienne, puisqu'elle est fondée déjà au milieu du 19e siècle à Zurich. Et donc elle a plusieurs succursales, dont une succursale à Chiasso, au sein de laquelle éclate un scandale.
Tout à fait, oui, le scandale de Chiasso, donc déjà le nom même, il est intéressant. On a appelé ça le scandale de Chiasso, donc en mettant l'accent sur le lieu géographique où a eu lieu où ont eu lieu les événements. Plutôt que le scandale Crédit Suisse, voilà, par exemple. Voilà, on aurait pu appeler ça le scandale Crédit Suisse. D'ailleurs, dans la presse alémanique, il y a un jeu de mots qui est fait avec le sigle de la banque, qui est donc Schweizerische Kreditanstalt, SKA, et où un quotidien de l'époque va titrer Scandale, donc SKA en majuscule, NDAL, pour désigner cette affaire. Mais c'est vrai qu'en tout cas, en français, c'est plutôt l'appellation, la désignation scandale de Chiasso qui est restée. On voit que même la désignation du scandale, en fait, elle participe à délimiter, à définir ce qu'est le scandale. Et là, d'ailleurs, il y a plusieurs commentateurs qui vont plutôt insister sur les pratiques latine du Tessin des années 70, une sorte de zone de non-droit, avec des cow-boys qui ont des pratiques douteuses, dans laquelle vient s'embourber cette vénérable banque alémanique, donc recourir à des argumentaires de ce type-là, un peu culturels, plutôt que de mettre l'accent sur la question de qu'est-ce qu'une banque comme Crédit Suisse était autorisée à faire ou à ne pas faire, que ce soit dans sa succursale de Chiasso ou dans d'autres succursales. Mais peut-être pour expliquer ce qui s'est passé, en 1977, on apprend qu'il y a des pertes très importantes de l'ordre de 2,3 milliards de l'époque, une somme qui correspond peut-être à quelque chose comme 4,5 milliards aujourd'hui. Donc ces pertes qui sont liées à une sorte de mécanisme, on pourrait appeler ça une banque dans la banque, puisque les dirigeants locaux, donc à Chiasso, ont créé une structure juridique indépendante, ce qu'on appelle une Anstalt basée au Liechtenstein, pour recueillir des fonds, en particulier des fonds en provenance d'Italie, évidemment non déclarés au fisc, mais ce n'était pas tellement ça le problème. Le problème, c'est plutôt que ces fonds étaient ensuite réinvestis, mais avec la garantie du Crédit Suisse. Donc en fait, ils étaient déposés auprès de ce qu'on appelait la Texon, c'est le nom de cette société liechtensteinoise, et ensuite réinvesti avec la garantie du Crédit Suisse, ce qui rassurait les clients italiens, dans des investissements relativement risqués. Et en 1977, c'est à ce moment-là que la direction à Zurich a connaissance de ces faits, et c'est à ce moment-là qu'on découvre tout ce mécanisme et l'importance des pertes. Donc c'est à ce moment-là que le scandale éclate, parce que le Crédit Suisse fait face à des pertes très importantes. Donc l'affaire devient publique, et comment est-ce qu'elle est traitée cette fois-ci par les médias ? Alors cette fois, les médias, c'est vraiment c'est un énorme scandale. Il y a même un livre qui sort quelques mois plus tard, qui est le fruit d'une enquête de journalistes, Devecq et Mabillard. Un livre donc d'une centaine de pages, mais qui est pour la Suisse la première fois qu'on a un véritable journalisme d'investigation, où aussi un journal confie pendant plusieurs mois à des journalistes la mission d'enquêter sur un cas comme celui-ci. Ce qui existe déjà ailleurs, on peut penser au Watergate Nixon, qui a eu lieu quelques mois auparavant aux États-Unis. Donc c'est vraiment en Suisse aussi un séisme important pour donner une autre idée des répercussions dans la sphère politique. Au moment où la question est à l'ordre du jour du Conseil national, c'est quelques semaines après l'éclatement du scandale, en juin 1977, c'est quasiment une trentaine d'interpellations, ou disons d'interventions parlementaires qui proviennent de tous les partis. Tous les partis cherchent à solliciter le gouvernement pour comprendre ce qui s'est passé à Chiasso et pour demander aussi des mesures pour éviter que ce genre d'affaires se reproduisent à l'avenir. Et d'ailleurs, au Conseil national, il y a notamment une intervention de Jean Ziegler que je vous propose d'écouter. Puisse l'État enfin exister dans ce pays. Les capitaux en fuite, vous les savez, affluent en Suisse, créent le chômage, la misère économique, la déroute financière dans les pays qui nous entourent. Ça ne peut pas continuer. Je demande que l'État prenne en main ce secret bancaire, qu'il le révise dans le sens que nous l'avons indiqué et qu'il accepte ma motion. Madame la Présidente, je vous remercie, chers collègues. Merci. Alors, on vient d'entendre Jean Ziegler, qui est assez remonté. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler qui est Jean Ziegler, et puis pourquoi est-ce qu'il s'exprime à ce sujet-là ? Alors, Jean Ziegler, il est à la fois donc, conseiller national pour le Parti socialiste
et ce, dès la fin des années 60, sauf erreur. Mais il est aussi professeur de sociologie à l'Université de Genève. Donc il a ce rôle à la fois de politicien et aussi de connaisseur par ses recherches sur la Suisse, sur l'économie suisse. Et il est aussi connu en particulier pour ses publications qui sont en dehors du champ, disons, scientifique, notamment Une Suisse au-dessus de tout soupçon, qui sort 2 années plus tôt, au milieu des années 70, qui est un véritable réquisitoire contre la puissance des banques en Suisse et le rôle qu'elles jouent aussi à l'international dans ce qu'il appelle le recel de capitaux étrangers. Donc si on veut, c'est vraiment le fer de lance à la gauche de l'échiquier politique des critiques internes à la Suisse contre les banques suisses. Et donc cette affaire de Chiasso, ça lui permet vraiment de rebondir et de mettre en avant justement tous ces problèmes, ou ce qu'il estime être des problèmes au sein de... Tout à fait. On retrouve un phénomène qu'on a vécu peut-être à moindre échelle en mars dernier au moment de la faillite de Crédit Suisse, puisqu'on a vu aussi là des conférences de presse avec les dirigeants actuels du Parti socialiste qui cherchent aussi à profiter en un sens de cette actualité pour mettre en avant leur propre agenda politique. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve très clairement dans le cas de Chiasso en 77-78, puisqu'il y a un groupe de travail qui est mis en place à l'interne du Parti socialiste pour en fait profiter du mécontentement et de l'émoi dans la société pour proposer une initiative populaire qui deviendra justement cette initiative populaire contre le secret bancaire. Qui a échoué Qui a échoué ensuite, mais qui est mise au vote seulement 6 ans plus tard, en 1984. Alors, on vient de voir comment ces scandales sont récupérés par les politiques pour servir leur propre agenda, comme vous l'expliquiez à l'instant. Et en vous écoutant, je me demandais comment ça s'était passé du côté de Crédit Suisse. Comment Crédit Suisse avait à l'époque géré toutes ces critiques ? Oui, alors j'ai déjà parlé de cette longue campagne de relations publiques qui s'étend de la fin des années 70 jusqu'aux années 80. Avec notamment les bonnets Crédit Suisse que vous mentionniez au début. Voilà par exemple. Et les publicités au nom de la Banque Suisse qui parlent avec des images, les montagnes, l'importance pour les emplois, etc. Ça, c'est la stratégie, disons, de longue durée ou à long terme de réhabilitation des banques suisses. Mais il y a aussi des stratégies beaucoup plus directes et concrètes, immédiates. Le premier phénomène intéressant, c'est une forme de solidarité où peut-être on aurait pu s'attendre à ce que les concurrents comme UBS ou SBS se désolidarisent et mettent l'accent sur les défaillances de leurs principaux concurrents. Et ce n'est pas du tout ce qui arrive, en fait. Au contraire, il y a un phénomène de très grande, ce qu'on appelle la solidarité de place, où les banques suisses, et en particulier les grandes banques, vont même s'octroyer des crédits de secours pour pallier éventuellement à des risques de liquidité, éviter à ce que cette crise devienne une crise systémique. Ça se fait aussi en collaboration avec la Banque nationale suisse. De nouveau, il y a un parallèle avec ce qu'on a vécu il y a quelques mois, donc en mars 2023, ce même type de phénomène de solidarité entre acteurs bancaires. Et puis, une autre façon de faire retomber le scandale, c'est de considérer qu'il s'agit de questions internes à la place financière suisse qu'il faut donc résoudre aussi entre personnes expertes du sujet, et donc éviter aussi l'arène politique où on s'expose à des risques plus importants d'intervention d'acteurs qui seraient moins bienveillants à l'égard des banques. Pour être plus concret, il y a ce qu'on appelle la convention de diligence des banques qui est adoptée quasiment quelques semaines, voire mois, après l'éclatement du scandale, qui consiste à dire « Désormais, pour accueillir des capitaux dans nos comptes, nous allons faire un contrôle plus sérieux de l'identité du bénéficiaire de ces comptes. » Donc, les banques acceptent de signer cette convention, qui est relativement minimaliste, mais qui va quand même être présentée comme une amélioration dans leur contrôle d'identification des clients et comme une mesure interne qui va éviter la reproduction d'un scandale de Chiasso 2.0 quelques années plus tard. Donc, on voit qu'il y a ce système d'autorégulation des banques par elles-mêmes qui se met en place, mais ce n'est pas le seul système qui existe en Suisse, puisque en mars dernier, au moment de la faillite de Crédit Suisse, les médias ont beaucoup parlé notamment de la FINMA, qui est un autre organe, mais cette fois étatique, donc un organe étatique de surveillance des banques en Suisse. Vous, Thibaut Gidey, vous vous êtes intéressé dans votre thèse à l'émergence de ce système de surveillance des banques par l'État.
Quand et pour quelles raisons est-ce que ce régime de surveillance étatique émerge en Suisse ? Alors, en Suisse, c'est relativement tard, c'est les années 30. Donc, la loi fédérale sur les banques est adoptée en novembre 1934 et cette loi instaure la création de la Commission fédérale des banques, qu'on appelle aujourd'hui donc la FINMA, l'autorité de régulation des marchés financiers, et qui donc voit le jour quelques mois plus tard, en 1935. J'ai dit relativement tard en comparaison internationale, puisque il faut savoir que dans d'autres pays, aux États-Unis en particulier, mais en Suède aussi, on a déjà des formes de contrôle étatique des banques dès la fin du 19e siècle, avec des inspecteurs étatiques qui vont, à intervalles réguliers et parfois de manière inopinée, se rendre auprès des banques pour contrôler l'état de la comptabilité, leur solidité, leur solvabilité, l'état de leur liquidité. Et ça, c'est ce contrôle externe par des agents ou des inspecteurs étatiques. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas en Suisse pendant très longtemps et qui va d'ailleurs pas tellement changer avec la création de cette Commission fédérale des banques en 1935. Parce que quel pouvoir on lui donne concrètement à cette FINMA ? Alors, l'ancêtre de la FINMA, la Commission fédérale des banques, on lui donne relativement peu de pouvoir. C'est vraiment une agence qui va enregistrer un état de fait, qui va dresser la liste des banques actives en Suisse. Donc, il y a tout un travail administratif pour compter les entrées et les sorties, définir ce qu'est une banque, ce que n'est pas une banque. Donc, il y a cet aspect administratif et très routinier dans les travaux de la Commission fédérale des banques. En revanche, elle dispose de très peu de moyens pour intervenir et pour véritablement contrôler ce qui se passe dans ces banques, puisqu'il y a un intermédiaire qui est créé entre la banque et la Commission fédérale, qu'on appelle des auditeurs externes, des sociétés de révision, c'est le terme technique à l'époque, qui sont en fait des sociétés privées aussi là, qui sont chargées d'établir un rapport sur chacune des banques en Suisse, rapport qu'elles envoient ensuite à la commission à Berne. Et à moins qu'il y ait une irrégularité qui soit constatée dans ce rapport, la commission, donc la FINMA de l'époque, n'intervient absolument pas, elle n'est même pas en contact avec les dirigeants bancaires tant que tout se passe bien. Donc ce système-là, il est d'autant plus problématique qu'en fait, ces sociétés de révision, elles sont créées par les banques elles-mêmes. Donc au moment de l'entrée en vigueur de la loi, les grandes banques, par exemple, mais d'autres le font aussi, vont créer leur propre société de révision dans laquelle elles vont recruter leurs propres collaborateurs qui vont être officiellement indépendants, externes, mais qui vont ensuite contrôler les activités de la maison mère, donc par exemple d'UBS, de Crédit Suisse. Donc il y a un gros risque de conflit d'intérêts dans ce système de révision et de surveillance indirecte qui est mis en place dans les années 30. Et ça, c'est pas relevé par la presse, par la population, dans le fond ? Relativement peu. Il y a quelques commentateurs qui mettent le doigt quand même sur cette spécificité, parce que ça, c'est aussi un système qu'on ne retrouve pas dans une telle mesure à l'étranger. Après, il faut savoir que c'est un système qui a aussi l'avantage d'être relativement peu coûteux pour l'État fédéral, puisque cette petite structure administrative qu'est la Commission fédérale des banques, en délaissant le contrôle direct, donc ça lui évite de devoir engager un très important personnel qui devrait, comme c'est le cas ailleurs, se rendre auprès des banques, effectuer ce contrôle en tant que fonctionnaire fédéral. Donc ça a l'avantage d'avoir un coût très très faible dans le budget fédéral. Et puis il y a un avantage aussi symbolique dans ce système qui est choisi, puisque dans les années 30, on connaît déjà ce rôle de plaque tournante que jouent les banques suisses qui accueillent des capitaux étrangers. Et l'idée, en mettant en place une commission fédérale dépourvue de moyens et aussi qui est relativement peu marquée par l'État, c'est de dire, certes, on va prendre des mesures pour stabiliser notre système bancaire. En revanche, l'État n'aura pas vraiment de droit de regard dans vos comptes. Ne craignez pas de l'ingérence d'inspecteurs étatiques dans ce système-là. Donc c'est aussi ça le message derrière ce système très particulier qui est instauré dans les années 30. Puis peut-être juste pour expliquer pourquoi les années 30, ça je ne l'ai pas dit, j'ai dit que c'était tard, mais évidemment c'est à la suite de la très grave crise bancaire qui a lieu en Suisse, mais ailleurs aussi, dans les années 30. Donc on connaît tous la Grande Dépression, le crash boursier de 1929, à la suite duquel plusieurs banques mondiales, et en particulier en Suisse aussi, sont affectées par une grave crise. Peut-être juste pour comprendre rapidement l'ampleur de la crise, en 1931, il y a 8 grandes banques en Suisse, et
au sortir de la crise à long terme, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il en restera plus que 5. Donc, 3 banques ont disparu, 2 ont été rachetées par des concurrents et une a fait faillite. Donc, c'est une crise quand même relativement, même très lourde, à laquelle font face les banques en Suisse. Et donc, la mise en place de cette régulation permet de répondre aux problèmes déclenchés par la crise. En tout cas, c'est une réponse qu'on donne à la crise, puisque la crise, elle a évidemment pour effet aussi de mobiliser une partie des citoyens ou des citoyennes autour de questions liées aux affaires bancaires. Pour donner un exemple concret, en décembre 1933, il y a une des 8 grandes banques qui s'appelle la Banque populaire suisse, qui n'existe plus aujourd'hui, qui est au bord de la faillite. Elle doit demander de l'aide à l'État fédéral. Et à ce moment-là, l'État fédéral, ou disons le Conseil fédéral, le chef du département des finances, Jean-Marie Musy, est coincé puisque d'un côté, il y a des appels relativement forts pour une régulation, pour un contrôle officiel des banques en Suisse. Et puis de l'autre côté, il y a cette banque qui est sur le point de faire faillite. Et en fait, les deux questions sont liées. Donc, il ne peut pas aller de l'avant et renflouer cette banque avec l'argent des contribuables sans, de l'autre côté, accorder aussi aux partisans d'une réglementation certaines mesures, notamment sous la forme de cette loi fédérale qui voit le jour à ce moment-là. En fait, c'est aussi le résultat d'une simple négociation politique entre partisans d'une réglementation et, d'autre part, l'urgence de l'assainissement de certaines grandes banques. Et aujourd'hui, quel est le pouvoir de la FINMA ? Alors, le pouvoir de la FINMA, il s'est renforcé au fil des années. Il reste tout de même, encore aujourd'hui, en comparaison internationale, si on regarde simplement les chiffres des employés, des collaborateurs, alors on n'est plus au niveau de ce qu'on connaissait encore jusque dans les années 70. En 1970, par exemple, c'est moins d'une dizaine d'employés, la Commission fédérale des banques. Donc, je ne sais pas quelle structure administrative vit aujourd'hui avec une dizaine d'employés, mais c'est quand même relativement faible. Je crois qu'aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 500, sauf erreur, ou 300, 400. Mais disons qu'en comparaison internationale, ça reste une structure qui n'est pas la plus importante en comparaison. Et cette commission fédérale des banques, avec ses pouvoirs bien limités, comme vous venez de nous l'expliquer, était au cœur de votre travail de thèse. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser précisément à cet organisme-là ? Alors, la commission fédérale des banques, c'est aussi une porte d'entrée intéressante pour travailler sur les banques en Suisse, parce que comme c'est une institution quand même publique ou qui a été créée par l'État fédéral, ces archives sont en partie du moins accessibles à Berne aux archives fédérales, parfois moyennant des demandes de consultation qui nécessitent des autorisations, certaines sont refusées, mais disons que ça reste un des rares moyens d'obtenir des sources de première main, des sources originales qui témoignent de l'activité des banques en Suisse. Elles ont de très nombreuses limites, puisque, comme je l'ai dit, c'est une institution très petite. Donc, concrètement, la documentation produite par la Commission fédérale des banques ne va pas révéler des scoops sur ce qui était pratiqué au sein des banques en Suisse. Mais disons que sur toute une série de questions, ça reste une manière d'obtenir de la documentation écrite, originale, sur les banques en Suisse. Parce que quand on est donc historien et qu'on s'intéresse à des sujets un peu sensibles comme ceux que vous traitez, on est confronté effectivement à des réticences qui peuvent être assez grandes. Vous en avez rencontré, enfin vous disiez que vous aviez déjà eu des refus. Tout à fait, oui. En fait, la question de l'accès aux sources, l'accès aux archives, c'est un problème récurrent dans l'histoire bancaire en Suisse. Il faut savoir qu'aucune des grandes banques n'accorde un accès à des chercheurs indépendants qui ne soient pas mandatés par la banque elle-même pour travailler donc sur ces archives. Ce qui fait que c'est très compliqué d'écrire l'histoire de la place financière sans avoir accès, par exemple, aux procès-verbaux des discussions de la direction générale de telle ou telle institution. Ça, de nouveau, c'est quelque chose qui est, on pourrait se dire, ça peut paraître normal, mais si on regarde à l'étranger, certaines grandes banques françaises, en Italie aussi, il y a une loi sur l'archivage qui oblige certaines institutions à rendre publiques leurs archives. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement un problème dans le monde entier. Et donc, ça peut être aussi, d'ailleurs, assez facile, qui pourrait être...
On pourrait, disons, résoudre ce problème aussi par des impulsions politiques. Et d'ailleurs, sauf erreur, la semaine passée, il y a une motion qui a été déposée et qui a été acceptée au Conseil national visant justement à rendre les archives bancaires accessibles à un public plus large. Donc ça, c'est une affaire à suivre. Là, on est à un stade très précoce du travail parlementaire, mais peut-être, j'ai des doutes, mais peut-être que dans quelques années, la situation va changer sur ce front-là et on pourra accéder à cette documentation. C'est donc une affaire à suivre et on espère vraiment que vous pourrez bénéficier de cette motion pour pouvoir entreprendre des recherches plus élargies sur ce système bancaire. Merci beaucoup Thibaut Gidet. Merci à vous, Chloé Hoffmann. D'être venu aujourd'hui nous parler de tout ça et à bientôt. À bientôt. Merci à Thibaut Gidet, maître assistant à la section d'histoire de la Faculté des Lettres de l'UNIL pour sa disponibilité et merci à vous d'avoir écouté cet entretien. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast avec une chercheuse ou un chercheur de la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne. Salut!